On ne peut pas comprendre la Russie par la voie de la raison. On ne peut pas la mesurer. Elle a un caractère particulier. On ne peut que croire en elle. Le 16 juillet 1918, l'ordre d'exécuter la famille impériale arrive directement de Moscou. On la conduit au sous-sol, dans une pièce basse et vide. Yakov Yurovsky, un tchéquiste de haut rang, lit l'arrêt de mort à haute voix. Dans ses mémoires, il écrit « Nicolas a tourné le dos au peloton d'exécution pour s'adresser à sa famille. Puis, faisant volte-face comme si quelque chose venait de lui traverser l'esprit, il s'est enquis « Comment ? Quoi ?» Les instructions avaient déjà été données. À chaque soldat sa cible, et il fallait tirer droit dans le cœur, afin d'éviter un bain de sang et en finir au plus vite. Sans un mot, Nicolas s'est de nouveau tourné vers sa famille. Il y a eu quelques cris isolés. Tout est allé très vite. Les premiers coups de feu sont partis. Je lui ai tiré dessus. Il est mort sur le champ. Si la Russie a connu un dénouement aussi sanglant, c'est à cause de son retard historique chronique et de ses peurs ancestrales. La peur du changement, la peur de son propre peuple et l'incapacité à saisir l'air du temps et ses imperceptibles grondements. Plus encore que ses prédécesseurs, le dernier tsar Nicolas II n'a pas voulu les entendre. L'histoire de la Russie est tout un présage. L'assassinat de la famille impériale a lieu à Yekaterinbourg, dans la maison de l'ingénieur Ipatiev. Plus de 300 ans auparavant, un membre de la famille de Boyar Romanov s'était réfugié dans le monastère Ipatiev, près de la ville de Kostroma, avant d'être désigné pour monter sur le trône à l'âge de 16 ans. Des miniatures inspirées de l'histoire des Romanov, signées par l'artiste contemporain Valentin Fokeyev, remettent au goût du jour la tradition des icônes sous forme de bandes dessinées. La place rouge avec un monument particulier, en l'honneur du citoyen Minin et du prince Pojarski. Kuzma Minin et Dimitri Pojarski ont libéré Moscou des envahisseurs polonais en 1612 tout en la protégeant des pillages cosaques. On leur doit l'éveil du sentiment national en Russie. De la mort d'Ivan IV le Terrible en 1584 à l'avènement de Michel Ier Romanov en 1613, la Russie connaît une période d'incertitude et de confusion appelée Smuta, le temps des troubles. Le pouvoir connaît une grande instabilité. Des souverains à la légitimité contestée se succèdent à la tête de la Russie jusqu'en 1613. C'est alors qu'une assemblée du peuple choisit un jeune noble russe comme souverain légitime. Centre du pouvoir russe, le Kremlin est aussi le cœur de Moscou. L'histoire de la Russie se noue et se dénoue dans l'enceinte de ses murs, au pied de bulbes dorés et de croix orthodoxes scintillantes. En 1613, les cloches de la cathédrale carillonnent à toute volée des jours durant pour annoncer que le jeune Michel Romanov vient d'être élu tsar. Le 11 juillet, la foule en liesse assiste à la cérémonie du couronnement. Pouvait-il sauver la Russie ? Il est difficile de répondre à cette question. Curieusement, on ne me l'avait jamais posée. Je suis convaincu que lorsque les Romanov ont accédé au pouvoir, ils n'avaient pas conscience d'être investis d'une telle mission. Ils se sont arrogés le pouvoir en tant que clan, en tant que famille.
Ils convoitaient l'argent et le privilège de disposer des autres et des territoires. Aussi, dire que les Romanov ont voulu être à la tête de la Russie pour la sauver serait les créditer d'une vocation dont ils ne pouvaient pas avoir la moindre idée. J'ai l'impression que depuis le premier tsar, Ivan le Terrible, il règne une espèce de guerre civile permanente dans ce pays. La Russie a toujours été scindée entre ceux qui ont œuvré pour sa modernisation et encouragé les liens avec l'Occident d'un côté, et ceux qui se sont accrochés aux conceptions archaïques du passé de l'autre. L'un des problèmes majeurs de la Russie d'aujourd'hui, c'est que la majorité des gens est encore prisonnière du passé. La maison d'origine de la dynastie Romanov se trouve non loin du Kremlin. Elle est entourée d'églises nichées dans la partie la plus ancienne de la capitale. Paul Kulikovski est un descendant direct des Romanov. Je suis l'arrière-arrière-petit-fils de l'empereur Alexandre III, dont le fils Nicolas II a lui-même été couronné tsar. Sa plus jeune sœur était Olga Alexandrovna. Elle a épousé un officier de garnison du nom de Nicolas Kulikovski. Ils ont été les derniers de la famille impériale à quitter la Russie en 1920. Ils ont émigré en Europe et se sont successivement fixés au Danemark, puis au Canada, où je suis né. Ma mère est retournée vivre au Danemark avec moi. J'y ai passé de nombreuses années avant de revenir sur la terre de mes ancêtres, à Moscou, où je vis actuellement. Et j'ai fait le même chemin que mon arrière-grand-mère, mais dans l'autre sens. Nous nous trouvons ici dans le palais des Boyards, situé dans la rue Varvarka. C'est dans cette maison que Michel Fyodorovitch, futur tsar de Russie, est né, et qu'avec lui, la dynastie des Romanov a vu le jour. Les boyards étaient les représentants d'une sorte de noblesse primitive dans l'ancienne Russie. Mais bien sûr, c'est Pierre le Grand qui a institué une vraie noblesse dès son accession au trône. Lors de notre arrivée à Moscou en 2008, une de nos premières promenades a conduit nos pas jusqu'au palais des Boyards Romanov. Nous avons fait la connaissance de la directrice du musée. Elle nous a confié qu'en voyant Paul, elle avait tout de suite repéré la ressemblance avec les Romanov. Elle était même catégorique. Avec un air de famille aussi irréfutable, il ne pouvait en aucun cas s'agir d'un imposteur. Les boyards constituaient l'élite dans la Russie du Moyen-Âge. Ils étaient cultivés. Rien d'étonnant donc à ce que Michel Romanov, premier tsar, soit issu de ce milieu. Son fils Alexis écrivait de très belles lettres. Son écriture n'a d'ailleurs pas manqué de retenir l'attention des historiens qui se penchent aujourd'hui sur sa correspondance d'un style incomparable. Les boyards étaient aussi les conseillers du tsar. Ils siégeaient à la Douma des boyards. En reprenant le nom de Douma pour désigner le premier parlement russe, le pays est retourné à ses sources. Les boyards se réunissaient, se concertaient. C'était un organe consultatif de prise de décision collective. Les hasards de l'histoire et la débâcle d'un pays ont porté les Romanov au pouvoir. La peur qu'ils ont répandue pour régner est la clé de leur accession et de leur maintien sur le trône. Le peuple russe a pourtant toujours engendré des personnages valeureux, prêts à leur tenir tête. L'Empire a commencé à s'étendre au début du XVIIe siècle. Dès lors, les frontières n'ont plus cessé d'être repoussées 3 siècles durant. De la Volga au sud à la Baltique au nord. De la Sibérie à l'est, la Russie multipliera aussi ses conquêtes à l'ouest.
Il y a un fil conducteur qui sous-tend les 300 ans du règne des Romanov. Je citerai 3 éléments déterminants. Tout d'abord, la religion orthodoxe, que la Russie a reçue en héritage et qui n'a pas évolué. Ensuite, un pays démesuré, qui exerce une forme modérée de colonisation dans sa politique d'expansion. Et enfin, un brassage des peuples ayant des cultures diamétralement opposées à travers d'immenses territoires dépeuplés. Ces 3 facteurs ont été déterminants dans l'accession au pouvoir et le règne des Romanov en Russie. Avec des étés très courts et des hivers très longs, le climat a aussi joué un rôle important. En Europe, les récoltes s'étalent sur une période beaucoup plus longue qu'en Russie. N'oublions pas que les hivers interminables marqués par le froid et la neige ont aussi beaucoup influencé la mentalité russe. Pierre le Grand a marqué le début d'une ère nouvelle pour la Russie. Avec lui, le pays regarde désormais en direction de l'Europe qui illustre un exemple à suivre, un modèle dont il faut s'inspirer. Ce revirement a été décisif aussi bien pour les classes dirigeantes que pour le peuple. Pierre le Grand leur a dit à tous, sans exception et sans détour: regardez bien comment travaillent les Hollandais, les Anglais, les Allemands, et tirez-en le plus d'enseignements possible. On peut reprocher à Pierre le Grand d'avoir mené une politique pleine de contradictions, ce qui est le lot de tous les grands hommes politiques qui ont marqué l'histoire. Mais on lui doit indéniablement l'ouverture du pays vers l'Occident. La pensée animant ce front, la force qui s'y dissimule, et la fougue de ce cheval. Où bondis-tu, fier étalon? Tous les écoliers russes connaissent par cœur ces vers du Cavalier d'airain de Pouchkine. Cette œuvre fantastique relate la destinée tragique d'un petit fonctionnaire qui perd sa fiancée dans les flots des inondations. Il s'emporte contre les ambitions démesurées d'un tsar qui prétend faire surgir une ville des marécages. Alors qu'il s'apitoie sur son sort, le Cavalier d'airain chevauche sa superbe monture, un doigt protecteur dressé du côté de la Suède. La Neva, impassible, coule à ses pieds. L'imposante cathédrale Saint-Isaac est dans son dos. Ce douloureux poème n'a jamais entamé la popularité du monument. Les couples russes de jeunes mariés l'invitent dans l'intimité de leur album de mariage et déposent des fleurs à ses pieds. C'est avec Pierre le Grand que le pays a fait le plus grand bond en avant de son histoire. Pierre le Grand a permis à la Russie de sortir des ornières du passé et de se moderniser en s'inspirant de l'Occident. Il a procédé à toute une série de réformes dans ce sens. En tout état de cause, il reste pour moi cette grande figure de l'histoire qui a mis son pays sur la bonne voie pour en faire un empire qui a joui d'une grande considération à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Avant que Pierre le Grand ne décide de transférer la capitale à Saint-Pétersbourg, Moscou était la résidence officielle des tsars. À 10 ans, le futur empereur, blotti dans un escalier du palais à facettes, est témoin d'une scène qui le hantera toute sa vie. Sur fond de soulèvement politique, une dispute familiale éclate. Une horde de soldats déferle dans la résidence des tsars, tuant sur son passage 2 de ses oncles,
et des amis de la famille. Kolomienskoye est la résidence d'été située sur une berge en hauteur de la Moskova, à 10 km au sud de Moscou. Aujourd'hui, les moscovites affectionnent tout particulièrement ce lieu de détente, autrefois terrain de jeu et de prédilection du jeune Pierre le Grand. C'est dans ce cadre paradisiaque et de son immense palais en bois que Pierre le Grand découvre son goût naturel pour les travaux manuels et pour l'eau. Tout a commencé par un voilier que le jeune homme de 16 ans récupère sur la Moskova. De cette modeste embarcation, il rêve d'une flotte russe et d'un libre accès à la mer. Pierre le Grand fait figure d'exception dans l'histoire de la Russie et dans celle de la dynastie des Romanov, dont il a été l'un des représentants les plus brillants. Il avait des capacités hors pair et une puissance de travail exceptionnelle. Il ne dormait pratiquement jamais et maîtrisait toutes sortes de métiers. Le surnom de tsar charpentier lui est resté, mais il était aussi ingénieur, il savait tout faire, y compris endosser le rôle de bourreau. On a torturé son fils en sa présence. Il est peut-être le dernier à avoir porté en lui une certaine sauvagerie typiquement russe, on peut même dire asiatique, alliée à une volonté farouche d'occidentaliser et de moderniser la Russie. À 17 ans, pour échapper au complot que sa demi-sœur a fomenté pour l'empêcher d'accéder au trône, Pierre le Grand s'enfuit de Moscou à cheval et se réfugie dans le couvent de la Trinité Saint-Serge, situé au nord de Moscou. Avec l'appui du patriarche et des streltsi ralliés à sa cause, Pierre le Grand est appelé à régner. Sa sœur doit lui céder la place. Il la fait enfermer dans le couvent de Novodievitchi, à Moscou. Dix ans plus tard, quand le corps d'élite des streltsi qui constituait sa garde personnelle se retourne contre lui, Pierre le Grand dissout leur armée et n'hésite pas à faire exécuter des centaines d'entre eux. Le peintre Ilya Repin a illustré cette scène 200 ans plus tard. Des dizaines de milliers d'hommes sont assignés à vie aux travaux titanesques de l'édification de cette nouvelle capitale, construite sur de la boue et des eaux, comme le murmurait la rumeur populaire. Rien ni personne n'est ménagé pour réaliser le rêve de Pierre le Grand d'un libre accès à la mer et d'une fenêtre sur l'Europe. L'histoire de Saint-Pétersbourg s'ordonne autour de la construction de la forteresse Pierre et Paul, alors même que le tsar était engagé dans la guerre du Nord contre le souverain suédois Charles XII. On avait retenu un emplacement sur l'île aux Lièvres. La construction débute le 16 mai 1703. Elle n'était pas en pierre, mais en rempart de terre et de bois. En tout cas, Pierre le Grand l'a voulu construite selon les principes de défense de Vauban. Et c'est en cela qu'elle était tout à fait unique pour les Russes.
Il a fallu composer avec un climat malsain, un sol spongieux et détrempé dans une ville humide et froide. Il y a aujourd'hui encore de nombreux Pétersbourgeois pour déplorer que Pierre le Grand n'ait pas érigé cette ville ailleurs, quelque part dans le sud. Le terrain étant très marécageux, les bâtiments les plus imposants étaient élevés sur pilotis. La terre nécessaire aux fondations était rapportée de loin dans des sacs. Même cette petite île aux lièvres sur laquelle se dresse la forteresse est constituée à presque 50% de terre rapportée. À grand renfort de décrets, Pierre le Grand ordonne que tous les palais arborent la même façade et les mêmes toits. Prescription de grilles pour les balcons et les murs donnant sur la Neva. La perspective Nevski mesure 4,5 km. Elle sera l'axe majeur et un symbole fort de cette ville qui s'habille de pierre. Dans sa nouvelle La perspective Nevski, Nicolas Gogol dénonce « Tout est leurre, tout est rêve, tout est autre qu'il ne paraît ». Saint-Pétersbourg a ceci de particulier qu'elle est bâtie sur un mythe, sur la chimère d'un grand paradis nordique. Entre les incendies et les inondations qui sont toujours un fléau aujourd'hui, la ville a été en perpétuelle reconstruction au cours du XVIIIe siècle. De destruction en restauration, elle n'a jamais cessé de se transformer. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul abrite les tombeaux de dizaines de membres de la dynastie des Romanov, dont 12 tsars. Celui de Pierre le Grand est orné d'un buste en bronze et de fleurs artificielles. « 80 ans après l'exécution de la famille impériale, les dépouilles mortelles de Nicolas II, de son épouse et de leurs enfants ont été inhumées dans une chapelle annexe, la chapelle Sainte-Catherine. L'Église orthodoxe a canonisé la famille impériale 2 ans plus tard. Deux étages au-dessus du carillon, l'ingénieur en chef de la cathédrale nous dévoile une vue imprenable sur sa ville. Il y a un silence royal ici. Et plus on monte, plus c'est calme. On laisse toute l'agitation en bas. Et quand on grimpe en haut 5 fois par jour, on se sent tellement inspiré qu'on a l'impression de s'envoler et d'admirer la ville dans toute sa splendeur. Pour la petite histoire, je vais vous raconter ce qui s'est passé en 1830. La forteresse possède une tour-clocher de 123 mètres, coiffée d'une haute flèche dorée, surmontée d'un ange qui fait office de girouette. Une terrible tempête avait endommagé l'ange dont une aile s'était cassée. Il y a eu tout un tas de propositions pour réparer les dégâts, mais leur prix était exorbitant, car il n'y avait pas d'escalier dans la tour. Or, impossible d'atteindre la girouette sans échafaudage extérieur. C'est là qu'un artisan se présente et propose ses services. Piotr Tielouchkin, couvreur de son état, assurait pouvoir réparer la girouette avec une simple corde. Au bout de 6 semaines de travail, durant lesquelles il a dû grimper chaque jour à main nue, comme un alpiniste le long de la tour-clocher, en se servant d'une simple corde pour atteindre la girouette endommagée, au bout de 6 semaines, sa mission était accomplie. Cette prouesse acrobatique méritait récompense. On lui a remis une médaille et 1200 roubles en pièces d'argent.
Une petite fortune à cette époque. Elle lui aurait permis d'acheter un village entier. Une vache ne coûtait pas plus de 4 ou 5 roubles. Mais on l'a aussi gratifié d'une timbale en argent qui lui donnait droit à autant de verres qu'il le souhaiterait dans n'importe quel débit de boisson. Il est mort à 28 ans, 4 ans après son exploit. La ville s'est construite très vite et la forteresse en est devenue l'épicentre. À l'origine, elle était destinée à devenir une prison d'État. Mais le tsar a détourné sa vocation initiale. Il a décidé d'y faire enfermer tous ceux qu'il considérait comme ses ennemis personnels. D'ailleurs, tous ses successeurs ont fait de même. Le premier prisonnier politique n'était autre que son fils mal-aimé, Alexis. Accusé de trahison, il a été torturé dans l'enceinte de la forteresse. Ayant avoué sa trahison à son père, il est mort en 1718 des suites de la torture. Des cellules avec le strict minimum vital. Nombreux sont ceux qui, écrivains ou autres ennemis présumés de l'État, ont fini leur jour entre ces murs. L'histoire de la dynastie des Romanov fait penser à un tango. Un pas en avant, 2 pas en arrière, parfois un grand pas précipité en avant et aussitôt après, 2 grands pas en arrière. Ce rythme s'est emballé à la mort de Pierre le Grand et le tribut a été lourd. Des milliers de vies humaines ont été sacrifiées sur l'autel de la construction d'une chimère et des guerres à n'en plus finir ont épuisé la population. Un coup de canon tous les jours à midi et les Pétersbourgeois peuvent remettre leur montre à l'heure. Au début de la construction de la ville, les montres n'étaient pas courantes. Ce sont les coups de canon de la forteresse qui ponctuaient le début et la fin de la journée de travail. Les mêmes coups de canon ont retenti plus tard pour signaler les inondations provoquées par la Neva, tout aussi bien que des grands événements, naissance ou mariage dans la famille impériale notamment. En faisant construire son palais d'été personnel sur les plans de l'architecte Domenico Trezzini, Pierre le Grand s'est mis à l'abri de la fièvre bâtisseuse de sa ville émergente tout en savourant son jardin d'été, le plus ancien et le plus beau de la ville. Son rêve s'agrémentait de statues de marbre d'Italie, de fleurs de Perse, de poissons exotiques du Proche-Orient et de passereaux d'Inde. Peu d'entre eux ont survécu aux rigueurs des hivers russes. L'orangerie abritait des fêtes. Au confluent de la Neva et de la Fontanka, Pierre le Grand fait construire un palais d'été de 14 pièces dans le style hollandais par son architecte préféré, un Italien. Au début du dégel, on le voyait sauter allègrement de plaque de glace en plaque de glace pour traverser la Neva. Des fenêtres du palais, sa cour consternée le regardait faire. Il a tout mis en œuvre pour accélérer l'évolution du pays, et il y est parvenu. Grâce à lui, la Russie a fait un énorme bond en avant. Il avait une volonté d'acier. En plus d'une ville, il a fondé une armée, une flotte. Il a doté la Russie d'un cadre institutionnel et subordonné l'Église à l'État. Il a essayé de moderniser la Russie, mais malheureusement au mépris des problèmes existentiels de sa population. Je serais tenté de dire que ce que Pierre le Grand a fondé a été imité par tous les autres Romanov qui ont régné. Un État fort, puissant, auquel tout est subordonné.
Pierre le Grand avait la réputation d'être un empereur impitoyable qui a fait d'un royaume un empire. C'est à Moscou, ville qu'il détestait, qu'un imposant monument a été érigé à sa gloire. Plutôt de mauvais goût. Les moscovites ne s'y trompent pas. Ce monument à la gloire de Pierre le Grand a donné lieu à une levée de boucliers parmi les moscovites. Les raisons de cette réaction sont multiples. Ce monument est une démonstration de puissance. Si Pierre le Grand symbolise avant tout la modernisation de la Russie, il représente aussi la domination extrême de l'État sur l'homme, l'individu et sa personnalité. Et ce monument contemporain est là pour marquer dans la Russie d'aujourd'hui, où on est censé être libre, cette puissance écrasante du pouvoir étatique. C'est un signe très fort. L'État a souhaité donner un signal fort, mais le peuple n'est plus prêt à l'entendre. Depuis la réélection de Poutine en 2012, les moscovites descendent dans la rue. Nous sommes ici parce que nous en avons assez. Toutes les lois qui sont passées dernièrement ne mènent qu'au totalitarisme, à un contrôle sans faille sur tout. Oppression sans raison. Oppression mortelle. Dans le monde entier, les lois passent pour garantir les libertés individuelles et chez nous, tout est interdit, comme au Moyen-Âge. Que revendiquez-vous? Liberté, égalité, fraternité. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française a scandé le slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Au milieu du XIXe siècle, les Romanov l'ont détourné pour en faire orthodoxie, autocratie, nation. Et ils ont essayé de faire évoluer la Russie en ce sens. On voit aujourd'hui où cela nous a menés. Il y a un dicton pour notre gouvernement actuel. Poutine aurait lui aussi sa trilogie. Orthodoxie, autocratie et profit. Les manifestants scandent, unis, nous resterons invincibles. Personnellement, je ne comparerais pas Poutine à un tsar. Son pouvoir est bien plus étendu, parce qu'aujourd'hui, les possibilités sont infinies et que tout se joue à une autre échelle. Si les gens descendent dans la rue, c'est qu'il y a des résurgences du passé et que nos dirigeants n'ont toujours pas compris que la Russie a besoin de se moderniser et surtout ne voient pas sous quelle forme elle pourrait le faire. Et il y a la Russie de Poutine, une Russie déterminée à mettre un Khodorkovsky sous les verrous, à détester les Pussy Riot et l'Amérique, et qui a mis en place un pouvoir très égoïste, qui défend les intérêts d'une infime partie de la population. La classe dirigeante est vraiment étrange. Elle joue la carte du patriotisme et de la souveraineté, mais en vérité, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être au pouvoir et d'y rester.
Quand on est dans la ligne de mire du pouvoir et qu'on n'est pas dans ces petits papiers, on se retrouve transformé en charpie en un rien de temps. Un homme fort et indépendant devient une personne frileuse et craintive, avant de perdre toute sa personnalité. C'est ce que Dostoïevski a appelé la créature tremblante. Il n'y a pas moyen d'échapper à la haine du pouvoir en place. Nous l'avons constaté avec Khodorkovsky et au moment de l'absurde réquisitoire contre les Pussy Riot. La haine l'emporte sur la justice. Nous avons pu le voir au cours de l'année 2012, quand on nous a débité des lois répressives au rythme de la planche à billets. Nous sommes tous exaspérés par ces entraves à la liberté que nous impose notre État, notre Parlement, notre Assemblée. La Russie sans Poutine, scande un manifestant. Il faut dissoudre la Douma, organiser des élections parlementaires, élire un nouveau président sans délai et mettre un terme à toute la fraude électorale. C'est le seul moyen de revenir à une démocratie et d'améliorer la vie des gens dans ce pays. Il n'y a parfois que l'humour noir pour évacuer la colère. Poutine appelle Staline pour lui demander ce qu'il doit faire avec tous ces manifestants. Fusille d'abord tous les démocrates et puis peint le Kremlin en bleu. Comment ça en bleu, demande Poutine. Ah, je savais bien que tu ne remettrais pas en question mon premier conseil, répond Staline. Nous sommes porteurs d'un héritage. Nous sommes mystiques, nous avons une mission et nous sommes orthodoxes. C'était vrai du temps des Romanov et ça l'est encore aujourd'hui. Les mouvements ultranationalistes, la xénophobie, la réticence aux idées de l'étranger en sont l'expression. Les Romanov et Poutine ont fait appel au même levier de la pensée russe pour gouverner. Il y a des similitudes troublantes entre les deux. Poutine ne dément pas la politique de ses prédécesseurs, les tsars russes. Son règne s'appuie sur des citations. L'Église orthodoxe russe et l'État ont toujours entretenu des liens très étroits. Le pope du village ne représentait-il pas le tsar et Dieu devant les paysans? L'Église russe se considère comme l'unique héritière légitime de Byzance. Il y a toujours eu plus de jours fériés religieux en Russie que dans tout autre pays de la chrétienté. Au XVIIIe et XIXe siècle, la vie était ponctuée par de nombreux rituels religieux, au cœur de la foi et de l'idée russe. Construite en 1883, la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou est démolie 50 ans plus tard sur ordre de Staline. Reconstruite à la fin des années 90, elle est aujourd'hui le haut lieu de culte de l'Église orthodoxe russe. On y célèbre Noël sous la direction du métropolite de Moscou. Le président assiste parfois à cette messe. L'Église et l'État sont à nouveau très proches, comme au temps des tsars.
On nous rebat les oreilles avec ça depuis 200 ans. La Russie n'est pas prête pour la démocratie. Elle a besoin d'une main ferme pour la diriger. Diderot et Voltaire épinglaient cela dans leur correspondance avec la grande Catherine, la plus intelligente et la plus forte de tous les tsars. Et d'ailleurs, il n'y avait pas trace de sang russe dans ses veines. La tsarine Élisabeth, fille de Pierre le Grand, a régné durant 20 ans. N'ayant pas eu d'enfant, elle adopte le fils de sa sœur Anna, Pierre, duc de Holstein-Gottorp. La déception face à ce souverain infantile, inculte et coupable de brutalité, fut à la mesure des attentes. Un mariage a tout sauvé. L'élu venait d'Allemagne. Âgée de tout juste 15 ans, la jeune Sophie d'Anhalt-Zerbst arrive à Saint-Pétersbourg en 1744 et installe sa souveraineté jusqu'à la fin du siècle. Catherine la Grande était née. C'est au simple titre d'épouse de Pierre III que la future impératrice a entamé son règne. La couronne l'intéresse, d'autant plus que son union avec le tsar la laisse indifférente. Pierre III ne règne que depuis 6 mois, lorsqu'un complot fomenté par sa propre épouse l'écarte du pouvoir. Il meurt 7 jours après dans des conditions obscures. L'impératrice autoproclamée s'était préparée à cette échéance pendant les 17 ans passés aux côtés du souverain. Son modèle, Pierre le Grand. À Saint-Pétersbourg, on dit d'elle qu'elle a hérité d'une ville en bois et qu'elle l'a restituée en pierre. Aussi est-elle considérée comme la 2e fondatrice de Saint-Pétersbourg. Elle a donné un cachet de Rome antique à la ville. À la fin du XVIIIe siècle, la ville arborait un peu partout des colonnes, des pilastres et des chapiteaux. Ses ambitions bâtisseuses étaient démesurées. Dans une lettre, elle écrit « Vous savez sans doute que la fièvre bâtisseuse ici bat son plein, et qu'aucun tremblement de terre ne saurait détruire autant de maisons que celles que nous avons construites. Construire est une maladie, au même titre que la boisson. C'est aussi une forme d'habitude. » L'Ermitage n'était pas seulement un palais ou un musée, c'était aussi un lieu de vie où les gens partageaient leur quotidien. Il y avait des gens de la cour, il y avait des familles. C'était un lieu habité et vivant. Salle de bain, toilettes, cheminée, poêle en faïence, tout était chauffé et l'on pouvait apercevoir un nuage de fumée sortir de l'Ermitage, comme s'il y avait eu une immense cuisine. Il y avait à boire et à manger. Il y faisait bon et on y faisait chauffer l'eau. C'était un palais plein de vie. Catherine II est sans doute à l'origine du plus grand musée du monde, l'Ermitage, et ses innombrables tableaux. L'impératrice aimait collectionner les œuvres d'art. Pour les abriter, elle fit construire en 1764 sur la Neva le palais d'hiver ou petit Ermitage, ainsi que le vieil Ermitage. En 30 ans, elle fit venir plus de 3000 tableaux en Russie. Des œuvres de Rubens, Van Dyck, Raphaël, le Titien, Watteau, le Tintoret et Véronèse. En contemplant ces toiles, elle soupirait « Il n'y a guère que les souris et moi pour admirer ces merveilles. » Sûrement se serait-elle réjouie de voir le flot ininterrompu de visiteurs se pressant aujourd'hui dans les salles de l'Ermitage.
De toutes ces résidences d'été, c'est Tsarskoye Sielo, le village des tsars au sud de Saint-Pétersbourg, que Catherine II affectionnait le plus. Ce château avait été construit par celle qui l'avait précédée sur le trône, la tsarine Élisabeth Ier. C'est ici que se trouve la légendaire chambre d'ambre. Catherine II se consacre à l'aménagement du parc. Tandis que ses armées menaient la conquête à l'est et ralliaient les Cosaques des steppes à la culture russe, ses architectes dotaient Tsarskoye Sielo de galeries, de pagodes et de grottes orientales, ainsi que des pavillons agrémentés de petits étangs et d'innombrables statues. Tatiana Parfionova est la grande dame de la mode de Saint-Pétersbourg. Ses collections reflètent toujours un pan de l'histoire russe. À l'occasion du 400e anniversaire des Romanov, elle présente sa collection des dames de la cour à Tsarskoye Sielo. Cette robe fait partie de la collection dédiée au baroque russe, le baroque élisabétain. La coiffe provient de la collection de Mathilde, dédiée aux danseuses russes. Mathilde Kchesinska. Oui, j'ai tout assemblé moi-même et je trouve que c'est plutôt très beau. Вот идите, садитесь теперь вот так. Ну, я не знаю, это что-то такое. J'ai du mal à dire pourquoi, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Но мне нравится. Ça fait partie de moi. Ну, просто я люблю это, и поэтому. Et ça s'exprime à travers des histoires du temps des tsars. Потом выходит наружу такими какими-то всякими историями. Maintenant, je fais une collection style empire russe. C'est le nom de la collection et j'adore ça. Ну вот, и в общем, мне это все, я это все люблю. La statue de Catherine II de Russie se trouve à un jet de pierre du showroom de la styliste qui a pignon sur rue sur la perspective Nevsky. Alexandre II l'a fait ériger devant le théâtre Alexandrinsky. Une imposante dame d'un certain âge portant les insignes du pouvoir impérial. À ses pieds se tiennent 9 personnages parmi les plus en vue de leur époque. Ce monument n'est peut-être pas à la mesure du charisme et de l'envergure de l'impératrice, mais les Pétersbourgeois l'aiment bien. La tsarine a fait entrer la Russie sur la scène politique et culturelle européenne. Elle consolide également un pouvoir centralisé et pose les jalons d'une grande puissance. Ses triomphes militaires confirmeront sa réussite. Si je devais régner encore 200 ans, mon sceptre serait celui de l'Europe entière. Toutes ces interrogations sur les choix à prendre pour la Russie ont ancré dans les esprits l'idée qu'elle doit inventer sa propre voie et que l'Occident ne peut pas la comprendre. Un grand poète russe du XIXe siècle, Fyodor Tyutchev, qui a d'ailleurs longtemps vécu en Europe, a composé ces vers que l'on entend constamment cités. On ne peut pas comprendre la Russie par la voie de la raison. On ne peut pas la mesurer. Elle a un caractère particulier. On ne peut que croire en elle. Le règne de Paul Ier, fils de Catherine la Grande, a été de courte durée et s'est inscrit sous le signe de la terreur. Le tsar a été victime d'un complot. Le changement de souverain qui a vu le petit-fils de Catherine II monter sur le trône a suscité l'enthousiasme du peuple. L'épouse d'un ministre français a noté à cette occasion « Entouré de ses propres meurtriers, le nouveau tsar marche dans les pas de son grand-père et de son père, tous deux assassinés.
L'histoire de la Russie se poursuit avec ses fêlures. Il y a des fractures, mais aussi des points de cohésion. C'est une constante. Les lignes de fracture sont très douloureuses. Et les points de cohésion n'apportent rien de bon, dans la mesure où ils nous empêchent d'avancer. Je crois que nous avons tous un point commun avec les Romanov et la tradition impériale russe. Nous ne pouvons pas dormir tranquilles. Nous ne savons toujours pas si la civilisation européenne est faite pour nous ou pas. La civilisation européenne s'est invitée en Russie à travers les femmes allemandes qui ont épousé des tsars. Avec Napoléon et sa politique d'expansion agressive, elle est repartie. En juin 1812, les troupes françaises entrent en Russie. L'armée russe est impuissante devant les Français présents en nombre. Mais le tsar Alexandre Ier ordonne à ses troupes de résister, avec l'intention de faire sentir aux envahisseurs toute l'immensité du pays et les rigueurs de son hiver. Début septembre 1812, la Grande Armée atteint Borodino, à 80 km au sud-ouest de Moscou. La bataille qui s'ensuit est l'une des plus sanglantes et impitoyables de l'histoire de l'humanité. Dans un premier temps, les troupes françaises sont victorieuses. Napoléon attend aux portes de Moscou qu'on lui remette les clés de la ville. En vain, les 240 000 habitants ont fui. Un peu partout, des incendies se déclarent. 6 500 maisons sont en feu et il n'y a pas de quoi manger. Napoléon quitte le Kremlin en proie aux flammes. Quand la première neige se met à tomber fin septembre, Napoléon bat en retraite dans un pays dévasté. Sa grande armée est en déroute. L'Empire russe vient de se poser en sauveur de l'Europe et les cartes sont redistribuées. Николай II – человек, который закрыл дверь монархическую. Он первый из рода Романовых. Nicolas II a refermé les portes de la monarchie. И не зря он был последний. Il est le premier Romanov à s'être rendu. Comment s'en étonner, sachant que c'était de tous le plus émotif des monarques? La monarchie, lorsqu'on est sensible à ce point, et quand on porte un tel poids sur ses épaules, cela peut devenir dangereux. C'est un peu comme si un train à vapeur, un train en plastique, en verre ou en métal fragile, devait charger une charge très lourde dans son sillage. C'est impossible à faire. Nicolas II était un homme d'une extrême émotivité. Il a dû capituler. Cette hypersensibilité, le tsar Nicolas II, que ses proches avaient l'habitude d'appeler Niki, l'avait manifesté dès ses plus jeunes années. D'une nature indécise, il était aussi craintif et distrait, courtois mais sans esprit d'initiative. Sur ce tableau d'Ilya Répine, on le voit en compagnie de son père, Alexandre III. Nicolas II est resté très marqué par l'attentat perpétré sur son grand-père, le tsar Alexandre II, le 1er mars 1881. Alors qu'il revient de faire du patin à glace sur la Neva gelée, il gagne le palais d'hiver, l'actuel Ermitage. Il tient encore ses patins dans les mains quand on le conduit au chevet de son grand-père en sang. Le jeune héritier du trône reste sa vie durant hanté par cette scène.
L'histoire des Romanov doit nous servir de leçon. C'est une dynastie qui a passé 300 ans à défaire des lois qu'elle avait elle-même promulguées. 300 ans de meurtre et de trahison. Et puis ce fossé entre le peuple et les dirigeants. Les révolutionnaires s'en sont pris au seul tsar qui avait libéré les paysans. Il y a là une grande injustice historique. Le tsar Alexandre III a fait construire l'église du Saint-Sauveur sur le sang versé pour commémorer ce tragique événement. Érigée dans le style russe, elle apporte une touche exotique à une Saint-Pétersbourg résolument occidentale. Depuis le XVIIIe siècle, le ballet fait partie des grandes traditions de la cour impériale. Les tsars et les grands princes tombaient régulièrement sous le charme des danseuses. Nicolas s'est confié dans son journal intime en 1880. Mathilde Kschessinska me plaît décidément beaucoup. Mathilde Kschessinska faisait partie du corps de ballet impérial. Le public l'appréciait pour sa grâce et son aura si particulière. Mais les affaires de cœur n'ont pas évolué aussi vite que la carrière de la prima ballerina. Les Romanov l'envoient 1 an en tournée internationale. À son retour, une rencontre fortuite au théâtre Mariinsky scelle leur retrouvaille. Peu après, une grande histoire d'amour naît entre le successeur au trône et la danseuse. Elle durera 2 ans. Mais promis au trône, Nicolas doit épouser une femme de son rang. Et le choix se porte sans surprise sur une jeune fille allemande. Alix de Hessen-Darmstadt, qui convertie à l'orthodoxie, prendra le nom d'Alexandra Fyodorovna. Alexandre III meurt en 1894, alors que Nicolas n'a que 26 ans et ne se sent encore aucunement prêt à régner. Contre son gré, il se trouve désormais à la tête d'un pays dont la réalité lui est tout à fait étrangère. Il confie à un cousin « Je ne comprends rien aux affaires d'État. Je ne sais même pas comment parler au ministre. Je n'ai jamais voulu devenir tsar. » Lors des festivités populaires données à l'occasion du couronnement du tsar en 1896 à Moscou, plus de 1000 personnes trouvent la mort. Une tragédie de très mauvais augure pour la suite. Désormais à la tête d'un pays de 170 millions d'habitants, s'étirant de la mer Baltique à l'océan Pacifique, Nicolas II est l'homme le plus puissant de la planète. Mais le dilemme auquel la Russie est en proie lui échappe complètement. Dans une lettre adressée au tsar, Léon Tolstoï déplore la déchéance morale du pays. Voici où en est le peuple. Des enfants souffrant de malnutrition chronique, des ethnies dégénérées, des hommes et des animaux vivant dans la promiscuité, caractère abrutissant et exténuant du travail, servilité, abattement. Et de l'autre côté, intérêt personnel, ambition, amour de l'apparat, avidité d'influence et de pouvoir. La politique conservatrice menée par Nicolas II s'inscrit dans le droit fil de celle de son père. La Russie était tout en contraste. Alors que l'art, les sciences et l'industrie étaient florissantes, le système politique restait résolument absolutiste. 80% de la population vivait à la campagne, dans l'insalubrité et la misère. La cour et l'aristocratie organisaient des fêtes somptueuses, bien loin des millions de paysans affamés. Contrairement aux pays européens, la Russie n'avait ni parlement, ni constitution. À l'issue de la guerre russo-japonaise, les ouvriers métallurgistes se mettent en grève en janvier 1905.
La marche pacifique se dirigeait vers le palais d'hiver avec une pétition destinée au tsar. 200 000 participants chantant des chants liturgiques. On donne alors l'ordre d'ouvrir le feu. Plusieurs centaines de manifestants sont tués. Le Dimanche rouge de Saint-Pétersbourg fait une entrée peu glorieuse dans l'histoire. Depuis Tsarskoye Sielo où il se trouve, Nicolas II suit le déroulement de ces événements. Ses confessions dans son journal intime sont surprenantes. 9 janvier, dimanche. La marche des ouvriers vers le palais d'hiver a donné lieu à de grands désordres à Saint-Pétersbourg. Les gardes ont dû ouvrir le feu en différents points de la ville. Il y a eu de nombreux morts et de nombreux blessés. Comme tout cela est douloureux. Maman est venue directement de la ville à la première messe. Je suis allé me promener avec Micha. Et maman a passé la nuit ici. L'étrange sérénité du journal intime de Nicolas II est récurrente. C'est à peine si les bouleversements qui agitent la Russie transparaissent. À Tsarskoye Sielo, on part en promenade, comme si de rien n'était. Le palais Alexandre, à Tsarskoye Sielo, devient de plus en plus souvent le refuge de la famille impériale. Alors que le pays tout entier se soulève et que la fin semble inévitable, le tsar cède sur quelques revendications, la liberté de parole et de réunion. Il procède à un certain nombre de réformes et le pays est enfin doté d'un parlement. On fait la lecture du manifeste dans la salle du trône de l'Ermitage. Mais aucun changement ne se fait sentir à la cour, et le rêve de vie tranquille, loin du bruit et des soucis du monde, se transforme en cauchemar. Le tsar s'intéressait plus aux jeux et au sport qu'au gouvernement de son pays. Nicolas II et son épouse, Alexandra, avaient choisi un mode de vie inédit à la cour de Russie. Leur vie privée passait avant tout le reste. Tantôt la famille impériale est en excursion, tantôt elle savoure de longues baignades à Peterhof. 1905 est une année décisive pour l'empire du dernier tsar, qui confie le 1er novembre dans son journal intime « J'ai fait la connaissance d'un homme divin nommé Grigori du gouvernement de Tobolsk. » C'est ainsi que Grigori Raspoutine est entré dans la vie du couple, en exerçant une influence néfaste et fatale sur la tsarine. Sa mission officielle était de soulager la maladie dont le tsarévitch était atteint. Elle pensait que Raspoutine avait des pouvoirs surnaturels. En quoi avait-elle besoin de lui? Je pense que l'explication qui consiste à dire qu'il allégeait les souffrances d'Alexei n'est qu'un aspect de la vérité. Il apportait surtout un soutien psychologique à l'impératrice Alexandra, car sa position était loin d'être simple. Elle est mariée à Nicolas et elle met au monde 4 filles dans la foulée. Et cela dans une monarchie. À la première, bravo. À la deuxième, tout va bien. Puis la troisième, la quatrième, c'est une conspiration. La principale mission d'une impératrice est de mettre au monde un héritier. Pour Alexandra, elle fut enfin accomplie au 5e enfant. Mais le tsarévitch était atteint d'une maladie mortelle. L'impératrice n'avait jamais été bienveillante. Dès lors, sa tendance à l'hystérie et sa nervosité n'ont fait qu'empirer. Aujourd'hui, on ferait appel à un psychanalyste. Eh bien, ce rôle, à l'époque, c'est Raspoutine qui l'a endossé. En mai 1913, c'est le coup d'envoi superbement orchestré des festivités du tricentenaire de la dynastie des Romanov. Des dizaines de milliers de visiteurs se pressent sur les magnifiques boulevards autour du Kremlin. Il y a là des hommes d'État de tous les pays, ainsi que toutes les têtes couronnées d'Europe. L'élan est tel qu'il en est irrésistible. La fête s'empare d'un empire qui célèbre son rayonnement. Mais cette trêve est de courte durée.
l'éclat de la Russie se ternit en moins de 4 ans. Avant cela, la capitale se dote toutefois encore de nombreux joyaux. L'hôtel Astoria est construit et devient rapidement une des meilleures adresses de la ville. Tout autour, la cathédrale Saint-Isaac, le palais Mariinsky, la place du Manège et la statue équestre de Nicolas Ier constituent un somptueux décor, toujours aussi magnifique aujourd'hui. Très proche de l'Occident, les Romanov avaient à cœur d'ériger à Saint-Pétersbourg un hôtel 5 étoiles, capable de rivaliser avec les plus beaux palaces internationaux. L'année 1913 a été leur heure de gloire. Occident et Orient semblaient œuvrer ensemble dans une effervescence inédite. Les Anglais sont à l'origine du projet, les plans conçus par les Allemands. Le premier directeur était français. C'est un projet international. La cour de Russie avait ses architectes italiens et ses artisans allemands. Il y avait une communauté de 40 000 Allemands à Saint-Pétersbourg à l'époque. Tout le gratin de la société pétersbourgeoise vient se marier ici. Cet hôtel est celui du Gotha de l'histoire russe, mais aussi de stars internationales. Je sais bien sûr qui est venu ici, mais si vous me demandiez de citer les 100 premiers, j'aurais vraiment du mal. Mais faste et éclat ne durent qu'un temps. Avec la Première Guerre mondiale, l'hôtel est réquisitionné en 1916 par les officiers du Tsar, puis transformé en hôpital militaire. Le 2 août 1914, le lendemain de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, Nicolas II lit un manifeste depuis l'un des balcons du palais d'hiver. Il s'adresse à la foule inquiète. Il est seul face à une marée humaine qui, au lieu de brandir des drapeaux et des banderoles hostiles au tsar, arbore des icônes et des portraits de l'empereur. Pour un temps, une alliance se crée entre le tsar et ses sujets. L'ennemi commun est désigné, c'est l'Allemagne, pays d'origine de la tsarine où réside toute sa famille. La Première Guerre mondiale a été une ineptie absolue. Tout au moins une entreprise à très courte vue de la part des deux monarchies, allemande et russe. Car c'était une guerre entre cousins. Sans elle, on aurait pu éviter l'effondrement du régime. Les Romanov ont payé de leur sang. Ils n'ont pas vu arriver le danger. La Première Guerre mondiale a mis à nu toutes les contradictions du système et les a accentuées. Elle s'est éternisée et a connu la fin tragique que l'on sait. Le sentiment d'hostilité aux Allemands dominait. Raspoutine était contre la guerre. La tsarine, d'origine allemande, était soupçonnée d'espionnage. On disait même qu'il existait une ligne téléphonique directe entre la résidence de Tsarskoye Sielo et l'état-major allemand, notamment. Tout cela bouleversait le pays. La guerre a cristallisé le mécontentement général. Les soldats voulaient du pain et la paix. C'était là déjà le slogan de la Révolution. Pourtant, la production d'armement continuait à plein régime. Cette crise largement imputable à la Première Guerre mondiale
est aussi une crise du pouvoir et une crise de la dynastie. Rasputin a exercé une influence déterminante. Et pour finir, ce faible monarque Nicolas II, qui délaisse sa femme pour rejoindre le quartier général sur le front en septembre 1915. C'était, à mon sens, sa première erreur fatale. La tsarine était restée à Saint-Pétersbourg pour y mener à bien les affaires d'État, avec à ses côtés Raspoutine, qui était opposé à cette guerre. Dès lors que celle-ci a pris un mauvais tour, la tsarine ne s'en est plus remise qu'à son guérisseur. Au front, la larme à l'œil, le tsar lisait des romans à l'eau de rose, tandis que la tsarine lui écrivait des lettres pleines de compassion. Je souffre pour toi qui n'es qu'un enfant au cœur tendre, qui a besoin d'un guide, mais suit les mauvais conseils, alors qu'une créature de Dieu lui dit ce qu'il a à faire. Le destin de la famille est désormais intimement lié à Raspoutine, qui a plus d'influence sur la cour que tous les ministres et militaires réunis. Il profite de l'absence du tsar pour écrire des lettres à la tsarine. Raspoutine a joué un rôle très important dans la chute de l'autocratie et de la famille impériale. C'était la fin d'un long règne, puisque les Romanov sont restés 300 ans au pouvoir. La tsarine était fortement influencée par Raspoutine. Elle avait toujours cru que tous les êtres vivants étaient gouvernés par Dieu. Et il fallait dès lors trouver un homme sur terre qui en soit le représentant pour nous transmettre sa volonté. Elle en était intimement convaincue. Mais l'histoire suit implacablement son cours, et dès février, les soldats envahissent le palais d'hiver, qui fait aujourd'hui partie de l'Ermitage. L'Ermitage est un lieu tragique. On le ressent entre ces murs. En tant que Russe, on éprouve de la honte à avoir eu des ancêtres capables de causer tant de destruction et de se livrer au pillage. Il n'y avait pas que des jeunes gens. Il y avait aussi des hommes mûrs, des soldats, des marins, des ouvriers, des hommes politiques et les dirigeants de tous les partis existants. Personne n'a compris la portée de ce lieu et qu'il fallait le protéger. Принадлежит истории, что это надо сохранять. Le drame de la Russie, qui est aussi celui des Romanov, est d'avoir toujours accusé un retard considérable. Et c'est ce qui a abouti à ce nœud de contradiction inextricable en 1917. Le fait est qu'en l'espace de 100 ans, nous avons perdu nos valeurs deux fois. Les valeurs humaines et les valeurs nationales. La première fois en 1917 et la seconde en 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Le journal de Nicolas II et celui de la tsarine Alexandra sont conservés aux archives d'État de la Fédération de Russie. Le 2 mars 1917, le tsar note
Mon abdication s'impose. Le paradoxe de cette histoire, c'est que cette démarche est nécessaire pour sauver la Russie. Le tsar signe sa déclaration d'abdication le 2 mars 1917. Puis il part pour Tsarskoye Sielo rejoindre sa famille. La monarchie des Romanov prenait fin après 300 ans de règne. Le vide laissé au pouvoir est d'abord comblé par un gouvernement provisoire démocratique issu de la Douma. La question de savoir ce qu'on allait faire du tsar s'est posée dès l'abdication en 1917. L'étranger était une solution envisagée, mais Nicolas II n'en voulait pas. La famille était assez naïve pour croire qu'avec l'abdication, l'affaire serait classée et le tsar déchu s'imaginait déjà coulant des jours heureux à Livadia, en Crimée. Nicolas II n'avait pas d'autre ambition après avoir été contre son gré à la tête d'un immense empire pendant plus de 20 ans. Il n'avait pas les épaules assez larges pour relever un tel défi. Après 300 ans, la Russie se retrouvait sans tsar. Tous les emblèmes du règne des Romanov furent désormais détruits. Lénine a bouleversé le cours de l'histoire et décidé du sort des Romanov. En août 1917, Nicolas II est déporté en Sibérie, d'abord à Tobolsk. Puis au printemps 1918, la famille est conduite à Yekaterinbourg, dans la maison Ipatiev. Le 3 juillet 1918, Alexandra écrit dans son journal intime « Matin maussade, beau rayon de soleil un peu plus tard. Baby est enrhumé. Tous les matins, le commandant vient nous voir dans notre chambre. Il nous a apporté des œufs pour la première fois, depuis une semaine. » Baby. C'est ainsi que l'on surnommait l'adolescent hémophile de 14 ans qu'était Alexei. Jusqu'au bout, la famille impériale n'a eu de cesse de l'entourer et de le protéger. Nicolas II écrit une dernière note dans son journal. Samedi 30 juin, Alexei s'est baigné pour la première fois depuis Tobolsk. Son genou se remet lentement, mais il n'arrive pas complètement à tendre la jambe. Il fait chaud et beau. Nous ne savons absolument rien de ce qui se passe dans le monde. Coupée du reste du monde, la famille est enfermée et assassinée la nuit du 16 au 17 juillet 1918 dans le sous-sol de la maison Ipatiev. Bien sûr que l'on aurait pu éviter cela. D'ailleurs, le gouvernement provisoire avait proposé à Nicolas II d'émigrer et avait même engagé des pourparlers avec le gouvernement anglais dans ce sens. Les ossements de la famille impériale ont été retrouvés en 1991 et déposés en 1998 dans le caveau de la famille, dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Nicolas II aura été le 18e et le dernier tsar de la lignée des Romanov. Il y a encore 60 descendants des Romanov dans le monde actuellement. Presque tous sont issus des familles des deux sœurs du dernier tsar, Ksenia et Olga. Paul Kulikovski est l'arrière-petit-fils d'Olga. Il y a eu quelques tentatives pour faire revenir la famille en Russie. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment fonctionné. Boris Eltsine en avait l'intention, mais il y a renoncé au dernier moment. Mais bien sûr, les gens sont très contents de nous voir quand nous venons ici pour participer à des célébrations d'événements historiques ou des cérémonies. Mais revenir pour s'installer ici relève encore de l'initiative personnelle.
Je l'ai prise et je suis ici à titre privé. Ma cousine Maria aimerait beaucoup revenir en Russie, mais elle aimerait aussi jouir d'un statut particulier. Le reste de la famille Romanov n'a aucune attente de ce côté-là. Ils aiment tous venir en visiteur et certains envisagent de vivre ici. Maria est la seule à vouloir un statut officiel. En attendant, elle est ici très régulièrement. Anatoly Kom ne se contente pas d'être un chef moscovite incontesté. Il est aussi le premier chef de Russie à se lancer dans les techniques de la cuisine moléculaire. Son restaurant s'appelle Varvary, qui veut dire les barbares. Un clin d'œil ironique aux Occidentaux, à qui les subtilités de la cuisine russe échappent encore. Pour le 400e anniversaire de la dynastie des Romanov, il exercera ses talents à Londres. Il existe un fonds impérial. C'est une organisation caritative. Ils sont venus me voir car ils organisent cette année le 400e anniversaire de la maison des Romanov. Et ils prévoient de faire un grand déjeuner, royal, comme il m'a été précisé à Londres. Il y aura 250 personnes. Ils ont à cœur de montrer ce que la haute cuisine contemporaine russe peut offrir. Cet événement aura lieu le 21 juin et je crois que ce sera au château de Windsor. Ce sera de la cuisine russe, typiquement russe. Mais ce sera une cuisine plus raffinée encore et susceptible d'être comprise par toutes les nationalités, de l'Amérique au Japon. Mais vous comprenez bien que l'on ne va pas manger ce qui se mangeait au 19e siècle, en Russie ou en France. La gastronomie a tellement évolué qu'un paysan d'aujourd'hui ne voudrait même plus manger ce que mangeaient les tsars autrefois. On a fait un grand bond en avant, dans la manière de préparer. Et la qualité des produits n'est plus la même non plus. On ne va pas comparer une calèche à une Mercedes. On ne peut pas empêcher l'évolution. Toujours est-il que je vais proposer 2 plats, élaborés d'après des recettes impériales repensées au goût du jour et préparés à la manière moderne. En voici un exemple, un amuse-bouche que nous avons appelé « saveur russe ». Sur cette assiette, vous voyez un plat au motif typiquement russe et qui est à base de betterave. Ce n'est pas uniquement de la déco, tout se mange. Celui-ci est un des plats de fête le plus typiquement russe. C'est le hareng en fourrure. Je pense que l'on ne peut pas avoir séjourné à Moscou sans y avoir goûté. Quand on parvient à le préparer de manière à tout mettre en bouche en même temps, on perçoit l'équilibre de ce plat. C'est pour cela que l'on a imaginé ces feuilles à base de betterave rouge pour enrouler le contenu fait de hareng. Il y a de la pomme de terre, de la carotte et de la betterave rouge, cuisinées séparément. Voici du pain noir russe typique, appelé pain de Borodino. Il date de la victoire des Russes sur les Français en 1812. Nous voyons ici du pain noir, de la betterave, et dans cette boule transparente, il y a de l'huile de tournesol. Quand vous la mettez en bouche, la boule explose. Et vous savourez le pain mélangé à la saveur de l'huile de tournesol. Et le petit amuse-bouche jaune est à base d'argouze.
À l'intérieur, il y a du fromage blanc, très frais, mélangé à des herbes aromatiques, et le dessus est saupoudré de sel noir de Kostroma. Ceux qui aiment faire des dessins dans le sable seront dans leur élément. On peut s'amuser à faire toutes sortes de très jolis motifs. Le serveur apporte le plat, 3 sortes de caviar. Nul ne saurait aller en Russie sans en déguster. Et voici le fameux plat dont je vous ai parlé, le trio de caviar. Il y a malheureusement un cliché qui veut que la cuisine russe se résume à de la vodka et du caviar. C'est aussi ridicule que celui des ours et des balalaïkas. J'ai voulu tourner ce cliché en dérision, pour que le monde entier sache que si nous utilisons bien du caviar en cuisine, nous ne le faisons pas de manière primitive et grossière. À elles seules, ces 3 sortes de caviar sont un tour d'horizon de la Russie. Du caviar de Vladivostok pour la région la plus orientale, avec le caviar du lac Baïkal au centre de la Russie, en Sibérie orientale, et enfin le caviar en provenance de Kaliningrad, en Russie occidentale. Les goûts sont ceux que nous ont transmis nos mères, nos grands-mères. C'est la base de ma cuisine. En partant de là, j'avance en les revisitant et en essayant de les améliorer, de les affiner et de les rendre plus légers. Sur notre carte, il est précisé que tous les produits que nous utilisons sont d'origine de la Fédération de Russie. C'est primordial en ce qui me concerne. Le menu des Romanov pour célébrer le 400e anniversaire de leur dynastie. Quelle chance pour les Russes de pouvoir se délecter de leur histoire. C'est un match de foot chez nous. Chacun joue pour son camp. Nicolas Ier joue contre l'Europe, Alexandre II joue pour l'Europe. Alexandre III joue contre l'Europe, Nicolas II pour l'Europe. Lénine et Staline ensemble contre l'Europe, Khrouchtchev se rapproche de l'Europe, Brejnev s'en éloigne. Gorbatchev arrive en Europe, et voilà que Poutine la fuit. Voilà l'histoire russe telle qu'elle est. Résultat, les arbitres ne savent plus où ils en sont. Le score est incompréhensible parce qu'ils jouent tous contre eux-mêmes. C'est comme un terrain de jeu où ne jouerait qu'une équipe qui tirerait des buts tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.